Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mars 2026 et je suis ici pour vous donner ma mise à jour sur ce qui se passe sur le champ de bataille en Iran, sur le plan psychologique et militaire. Car nous avons actuellement deux fronts. D'un côté, on voit comment les États-Unis, avec Israël, essaient de tout contrôler en ce qui concerne les médias grand public en Occident. Parce qu'une partie de cette guerre, je dirais même la plus importante, est psychologique. Lorsque cette guerre a commencé, ils disaient que tout en Iran était au bord de l'effondrement, qu'ils allaient intervenir, vaincre et assassiner le guide suprême de l'Iran ainsi que ses commandants, et qu'ensuite tout s'effondrerait, ce qui ne s'est pas produit. Et puis ils ont commencé, tu sais, à parler de certaines figures politiques au sein du gouvernement iranien qui, en coulisses, discutaient avec Donald Trump, avec l'administration Trump, avec les Israéliens. Tout a commencé, je pense que tu t'en souviens, avec le général Kahani. Kahani était le successeur du général Soleimani. Il est le chef de la branche Quds du CGRI. Il y avait donc beaucoup de rumeurs, et ces rumeurs continuent encore aujourd'hui à influencer la situation. On dit qu'ils coopèrent d'une certaine manière avec les Israéliens en coulisses. Et tu sais, c'est ce type de guerre que les Iraniens affrontent aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à propos de Kahani. Ensuite, ils ont commencé, tu sais, après l'assassinat, la guerre a commencé. Rien ne s'est passé dans la direction que les États-Unis souhaitaient. Puis ils ont dit que Kalibaf négociait avec Donald Trump en coulisses. C'est avec ce type qu'ils veulent négocier, et c'est lui le dirigeant de l'Iran. Ils voulaient l'utiliser pour créer une sorte de tumulte, un certain problème à l'intérieur de l'Iran, au sein de l'administration, au sein de la société iranienne. Et hier, nous avons appris des nouvelles de Hassan Rouhani, l'ancien président de l'Iran. Il y avait des photos de lui en Suisse, des gens disant qu'il est là pour encaisser son argent, qu'il veut aller quelque part. Mais tout cela fait partie de la guerre psychologique qui se déroule en ce moment. Les gens doivent comprendre que ce qui se passe en Iran est totalement déconnecté de l'opinion publique en Occident. Car tout ce que l'administration Trump et les Israéliens essayent de faire, c'est de manipuler l'hémisphère occidental. Je parle non seulement de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, de l'Europe et de certaines régions d'Asie, en particulier de l'Asie de l'Ouest. Mais les gens en Iran ne sont pas, vous savez, vraiment connectés à ce qui se passe dans les médias grand public en Occident. La plupart des gens ne sont pas connectés. La connexion Internet ne fonctionne plus vraiment. Ils utilisent donc un réseau national. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de l'Iran n'aura pas d'influence sur l'unité qui se renforce à l'intérieur du pays. Donc je pense que sur ce plan, on peut dire que c'est un effondrement total. Ils n'obtiendront rien en essayant de créer une sorte d'agitation ou de problème politique pour certaines figures du gouvernement, car ils sont tous unis en ce moment. Ils les dénoncent d'une certaine manière. Vous savez, ils parlent d'Alibov, de Rouhani, d'autres figures, du général Rouhani, pour savoir où ils se trouvent et les frapper, les tuer, les assassiner. C'est le principal objectif en ce qui concerne la manière dont les États-Unis et les Israéliens essayent de mener cette guerre. D'un autre côté, quand on regarde les cibles aujourd'hui en Iran, malheureusement, ils frappent des écoles, et cela s'étend aux universités. D'hier à aujourd'hui, nous avons appris que 3 universités, 2 à Téhéran et une à Ispahan, ont été touchées par les forces américaines et israéliennes. Alors la question est, quel est le véritable objectif de tout cela? Sont-ils liés au complexe militaro-industriel du pays? Non, il n'y a aucun lien. S'ils sont liés, c'est, vous savez, par leurs professeurs et les personnes qui ont étudié dans ces universités. Ce n'est pas que ces universités mènent des recherches pour le complexe militaro-industriel. C'est totalement faux.
et c'est mensonger de le prétendre. Ils sont donc littéralement en train de détruire l'infrastructure iranienne, l'éducation, la santé, tout. When it comes to the education, when it comes to the health, everything. They want to destroy everything because Ils veulent tout détruire parce que Donald Trump est tellement obsédé par la manière dont le gouvernement iranien réagit en répondant, en ripostant contre des cibles dans la région. Alors, que peuvent-ils faire? Ont-ils des renseignements actualisés, des informations fiables provenant d'Iran? Non, ils n'en ont pas. C'est pourquoi ils frappent des universités, des écoles, des hôpitaux et tuent des civils. Même dans le cas de Larijani, ils ont détruit tout un quartier juste pour l'assassiner. Vous voyez à quel point leurs renseignements sont fragiles, faibles, lorsqu'il s'agit de l'Iran. Tout le monde en parlait. Le Mossad est partout en Iran. They were talking about it. Mossad is everywhere in Iran. They were manipulated. But what has happened Ils sont manipulés. Mais ce qui s'est passé à la suite de la guerre de 12 jours, c'est que l'Iran a démantelé la plupart de ses agents, la plupart de ses réseaux dans le pays, qui étaient d'une manière ou liés au renseignement israélien. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, je pense qu'on peut dire que les services de renseignement et de contre-espionnage du gouvernement ont réussi à neutraliser les agents du Mossad à l'intérieur de l'Iran. Et maintenant, les États-Unis et Israël manquent de cibles en Iran. Ils frappent des civils. Donald Trump a lancé un ultimatum de 48 heures à l'Iran, puis de 5 jours, puis de 10 jours. Quel était l'objectif principal de cela? Nous n'allons pas frapper, nous n'allons pas attaquer vos installations énergétiques. Ce qu'ils ont fait, c'est les attaquer. Non, ils ont frappé les usines sidérurgiques, 2 ou 3 d'entre elles en Iran. Et ils ont frappé 2 sites nucléaires, l'un à Bushehr, dans le sud de l'Iran, et l'autre dans la partie centrale, dans la ville d'Arak. Arak est une ville de la province centrale de l'Iran. Elle était chargée de produire de l'eau lourde. Ils ont donc visé ces 2 installations, en plus des usines sidérurgiques. Et l'autre chose qui s'est produite au cours des 3 derniers jours, c'est l'attaque contre les installations hydrauliques. Ils ont frappé des cibles dans une ville appelée Haftkel, dans la province du Khuzistan. C'est une petite ville. Elle n'a pas une grande importance sur le plan du complexe militaro-industriel. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit de militaire ou de stratégique. Mais ils ont frappé ces cibles parce que la ville se trouve dans la province du Khuzistan, dans la partie occidentale du pays, près de la frontière irakienne. Ils avaient donc la possibilité de toucher ces cibles. Que pouvaient-ils faire d'autre? Ils ont frappé les installations d'eau, vous savez, pour créer des problèmes dans le réseau d'approvisionnement et perturber la distribution à la population. C'est le problème auquel l'Iran est confronté en ce moment. Et les États-Unis passent à la vitesse supérieure parce qu'ils ne savent pas où se trouvent les véritables cibles militaires ou stratégiques en Iran. Ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Car lorsque l'on entre dans un pays, souvenez-vous simplement de ce qui s'est passé en Ukraine, on essaie de vaincre son ennemi sur le plan stratégique avant d'utiliser toutes ses tactiques militaires. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Avec le temps, je peux confirmer que tout passe totalement sous le contrôle du gouvernement iranien. Au début de la guerre, il y avait un certain chaos, car la société ne savait pas comment faire face aux conséquences du conflit. Mais au fil du temps, on voit non seulement les forces armées, les gardiens de la révolution avec l'armée, apprendre à tout gérer. Vous voyez le peuple iranien se rassembler. C'est nouveau. La situation s'améliore avec le temps. C'est pourquoi les États-Unis attaquent des civils. Ils ne se soucient plus du changement de régime, ni de tout cela.
Vous savez, J.D. Vance et les autres, nous avons appris que J.D. Vance a eu un appel téléphonique avec Benjamin Netanyahu, lui disant que certaines des informations que le Mossad avait fournies aux États-Unis et au bureau de Donald Trump avaient été volées ou n'étaient pas exactes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ne savent pas quels sont les principaux objectifs en ce moment. Que peuvent-ils faire pour changer la dynamique de la guerre? Ainsi, du côté des Iraniens, on observe autre chose. Ils n'ont visé aucune usine de dessalement à l'ouest, dans le Golfe Persique, ou en lien avec Israël, parce qu'ils n'en ont pas besoin pour le moment. Ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin. Quel serait l'objectif principal d'aller jusque-là? S'ils ont des cibles, des radars, une logistique à frapper, ils se concentrent entièrement sur ce que les États-Unis essaient de faire. Car ceux-ci tentent d'amener de nouvelles forces dans la région. Je pense que tôt ou tard, nous verrons une confrontation au sol dans le sud de l'Iran ou sur certaines de ces îles du Golfe Persique, près du détroit d'Ormuz. Cela entraînerait de nombreux changements dans la manière dont Donald Trump tente de présenter l'ensemble du concept de guerre aux États-Unis. Et à mesure que l'Iran devient plus uni, Trump essaie de renforcer son argumentaire sur le plan intérieur pour obtenir davantage de soutien. On voit J.D. Vance intervenir, évoquant même ce qu'ils ont accompli au Venezuela. Ce que Vance soutient, bien que je ne pense pas qu'il partage exactement les mêmes objectifs que Trump et Benjamin Netanyahu, c'est qu'il fait partie du mouvement plus large que l'on observe autour de l'administration Trump. Ils pensent encore qu'ils peuvent s'emparer du pétrole iranien et reproduire quelque chose de similaire à ce qu'ils ont fait au Venezuela. C'est totalement délirant. Cela n'arrivera pas. Et personne ne... Enfin, avec le temps, je ne sais pas vraiment quelle quantité d'informations J.D. Vance reçoit réellement des services de renseignement américains. Parce que lorsqu'on le voit parler avec Benjamin Netanyahu et rejeter la faute sur Netanyahu, cela signifie qu'il ne dispose pas d'informations valides de la CIA ou du renseignement américain. C'est pour cela qu'il doit appeler Netanyahu pour lui faire porter la responsabilité. Et que se passe-t-il en ce moment concernant la riposte iranienne à l'attaque contre les aciéries? Il frappe des cibles. Le grand producteur d'aluminium aux Émirats arabes unis a été touché par des missiles iraniens. Mais l'enjeu principal dans la région, actuellement, est de savoir comment contenir les États-Unis et gérer la phase actuelle de la guerre, car elle va se dérouler sur le terrain. Donc, l'Iran doit se concentrer sur les radars. C'est pourquoi ils ont frappé cet AWACS, l'avion en Arabie Saoudite. C'est, vous savez, la première fois qu'un de ces avions est touché par des missiles iraniens. Et infliger des pertes aux Américains fait partie des autres objectifs actuels de l'armée iranienne. Je dirais que sur le plan stratégique, la stratégie de l'Iran vis-à-vis des États arabes de la région consiste à les maintenir dans le conflit, parce qu'ils en font partie. Les maintenir impliqués, c'est-à-dire frapper certaines installations dans ces pays pour leur faire comprendre que l'Iran les considère comme des ennemis. Donc, ils les frappent. D'un autre côté, on constate un changement radical en ce qui concerne le Qatar. L'Iran n'a pas frappé les cibles au Qatar. Cela fait, je crois, 6 jours que l'Iran a décidé de ne pas attaquer le Qatar, ni aucune installation majeure là-bas. Des installations importantes, cruciales au Qatar. Ainsi, le Qatar et Oman développent peu à peu un état d'esprit différent. L'Arabie saoudite, elle, agit de concert avec les Émirats arabes unis et le Koweït. Je dirais que l'opinion publique au Koweït change radicalement. Mais malgré tout, le cœur, le fondement de l'hostilité du Koweït envers l'Iran, le gouvernement iranien, le peuple iranien et l'Iran en tant que pays d'Asie de l'Ouest, repose actuellement sur l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
essentiellement les Émirats. L'Arabie saoudite était, eh bien vous savez, hier Donald Trump a dit que le roi d'Arabie saoudite, le prince héritier, devait, vous savez, lui lécher les bottes. Donc son arrière-train. Et ça, vous savez, quand on dit quelque chose comme ça à un prince héritier qui va devenir le roi d'Arabie saoudite, c'est énorme. On ne peut pas imaginer à quel point c'est important dans la culture arabe. Dire quelque chose comme ça, c'est comme si on bombardait l'Arabie saoudite. Donald Trump a bombardé l'Arabie saoudite en parlant ainsi du prince héritier. Je dirais que cela va créer beaucoup de remous en Arabie saoudite et influencer la manière dont le pays perçoit le conflit au fil du temps. Et l'autre aspect de ce qui se passe en Asie occidentale, principalement si l'on regarde les médias traditionnels, c'est qu'ils parlent surtout de la hausse des prix du pétrole et de l'évolution du marché. Donald Trump n'est plus capable de manipuler le marché, car il l'a déjà fait une fois, 2 fois. Le marché comprend désormais comment Donald Trump essaie de s'y prendre. Je pense qu'il a utilisé son opportunité à 2 reprises, donc il a perdu cette chance. Il a perdu la capacité de le refaire. D'un autre côté, si l'escalade continue, les prochaines attaques viseront les usines de dessalement. L'eau est bien plus importante que le pétrole dans la région. L'eau, c'est tout. Pour comprendre cela, il faut regarder ce qu'Israël fait dans le sud de la Syrie et dans le sud du Liban. What Israel is doing in the southern part of Syria, in the southern part of Lebanon. These regions are basically important when it comes to the fresh water. Ces régions sont essentiellement importantes en ce qui concerne l'eau douce. Israël s'empare donc de certaines terres pour atteindre cet objectif, car environ 75% de l'eau provient des usines de dessalement. L'Iran n'a pas encore attaqué ces usines de dessalement. L'Iran les surveille de près. Ils ont frappé une usine chimique en Israël liée au complexe militaro-industriel de l'armée israélienne. En observant ce qui se passe actuellement sur le champ de bataille, je pense que la réalité est que l'Iran se sent assez à l'aise avec la situation, car il a réussi à se concentrer sur ses objectifs. Leur objectif n'est pas les civils des États arabes ou d'Israël. L'objectif iranien, ce sont les radars et la logistique. Ce sont les principales priorités du gouvernement iranien. These are the main priorities for the Iranian government. But the suffering that the whole region is experiencing. Mais la souffrance que toute la région endure à cause de ce qui se passe. On voit tout cela. Vous savez, on voit l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie se réunir au Pakistan pour tenter une sorte de manœuvre politique, pour trouver une solution à la situation actuelle. Mais le problème avec l'Iran ne peut pas, à mon avis, être résolu politiquement à ce stade. L'Iran fixe des objectifs. Rappelons-nous quels étaient ces objectifs avant le début de la guerre. Essentiellement, le programme nucléaire iranien et le programme de missiles balistiques. Alors, sont-ils encore sur la table des négociations? Personne en Iran n'en parle. Personne ne dit qu'il est prêt à négocier avec les États-Unis. Nobody says that they're willing to negotiate with the United States. What is going on right now in Iran is about how. Ce qui se passe en ce moment en Iran concerne la manière et le moment où ils pourront se retirer du TNP. Tôt ou tard, l'Iran se retirera du TNP. Je pense que c'est un avertissement majeur, un message fort pour que les États-Unis comprennent où va cette guerre et comment l'escalade modifie la politique et la stratégie iranienne. La pire chose qui aurait pu arriver à l'Iran, c'est cette guerre. Une guerre qui tue des civils, des étudiants, des écoles, des universités, des hôpitaux, des installations pétrolières. Que peuvent-ils faire d'autre? Que peut-il encore arriver à l'Iran? Ainsi, la direction doit parvenir à une certaine forme de compréhension. Et elle se rend compte qu'il n'y a aucun intérêt à négocier avec les États-Unis. Il n'y a pas de solution politique à ce qui se passe. Tout va se décider sur le champ de bataille. Et les États-Unis n'ont aucune capacité. Vous savez, ils ont commencé avec le programme nucléaire iranien, le programme de missiles balistiques iranien. L'objectif principal en ce moment,
est de savoir comment rouvrir le détroit d'Ormuz. Et Donald Trump fait désespérément tout ce qu'il peut. Il essaie de faire pression sur les Européens, d'engager le dialogue avec les pays de la région, de parler avec l'Arabie saoudite, la Turquie, tous ces pays, pour savoir comment gérer la situation. Mais personne ne se manifeste. Personne ne veut, vous savez, s'impliquer militairement dans la région. Même, je dirais, le Royaume-Uni joue un rôle important en coulisses. D'une certaine manière, ils disent qu'ils ne font pas partie de la guerre, mais ils font tout. Tous les Européens. Ils font tout pour protéger les États-Unis et les Israéliens. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne font pas partie de la guerre. Ils en font partie, mais du côté défensif. Quant au côté offensif, ils sont impliqués en matière de renseignement, d'équipement militaire. Ils essaient de fournir aux États-Unis tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi ils envoient leurs navires militaires pour aider les États-Unis. Mais Donald Trump se moquait de l'équipement britannique. Ce type, d'une certaine façon, se moque des Européens tout en voulant qu'ils l'aident. Et il dit « J'ai l'armée la plus puissante de la planète ». La marine se porte très bien. Souvenez-vous simplement de ce qui est arrivé au Gerald Ford, ce qui est arrivé à ce porte-avions le plus grand que possèdent les États-Unis. Ils n'en parlent pas, mais il a été touché par des missiles et des drones iraniens. Ce n'était pas une sorte d'incendie dans la buanderie ou quoi que ce soit de ce genre. C'est tellement stupide de supposer que ce que les États-Unis nous disent à propos des problèmes qu'ils rencontrent avec ce porte-avions ait quoi que ce soit à voir avec la réalité. Il n'y a pas de réalité. Les États-Unis sont militairement vaincus, militairement et stratégiquement vaincus dans le Golfe Persique. Avec le temps, peu importe comment on atteint la cible, même des cibles civiles, pour faire souffrir le peuple iranien afin de faire pression le gouvernement. C'est leur stratégie en ce moment, car ils veulent frapper les civils pour faire pression sur le gouvernement iranien. Ils ne se rendent pas compte que cette stratégie va se retourner contre eux. Quand on frappe des civils, ils se rapprochent du gouvernement iranien, de ses politiques. Et les gens en Iran sont furieux. Vous savez, beaucoup d'Iraniens de la diaspora, enfin pas tant que ça malheureusement, beaucoup de ceux qui vivent à l'étranger, la majorité des Iraniens de la diaspora sont soit silencieux, soit en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'ils sont tellement isolés par les médias dominants en Occident. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement en Iran. J'ai moi-même constaté cela quand j'y étais. Quand j'étais en Iran, les gens disaient que le gouvernement utilisait des armes chimiques contre ses propres citoyens, que le gouvernement iranien tuait des gens dans les rues. J'étais vraiment choqué. Comment pouvait-il croire cela? Cela montrait à quel point le gouvernement iranien avait été diabolisé, à quel point les gens de la diaspora avaient été conditionnés à penser que tout s'effondrait en Iran, que le gouvernement tuait tout le monde et détruisait tout. Mais cela n'avait rien à voir avec la réalité. Je pense que ces Iraniens qui vivent à l'étranger depuis si longtemps ne savent tout simplement pas à quoi ressemble la société iranienne aujourd'hui, ni ce que ressentent réellement les gens là-bas lorsqu'ils entendent parler de laisser les États-Unis attaquer l'Iran. Détruisons tout. Nous allons tout reconstruire. Ce type vit à l'étranger depuis plus de 20 ans. Il n'arrive même pas à gérer sa propre vie. Et pourtant, il parle de retourner en Iran pour améliorer les choses. Il faut comprendre ce qui se passe quand on discute avec certains de ces Iraniens de la diaspora. Je dirais qu'ils représentent une minorité à l'extérieur de l'Iran qui parle ainsi. Il y a un tel décalage entre les Iraniens de l'intérieur et ceux de l'extérieur du pays. Deux sociétés qui se comprennent à peine. Et certains vont même jusqu'à se moquer des gens touchés par les missiles américains en Iran.
when the United States attacked that. Lorsque les États-Unis ont attaqué cette école primaire en Iran le premier jour de la guerre, la plupart de ces gens à l'extérieur de l'Iran, ceux qui étaient dans les rues, je ne dis pas qu'ils étaient majoritaires, mais ceux qui se sont prononcés en faveur de la guerre, soutenant les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, ont affirmé que l'école avait été visée par le gouvernement iranien. Ils essayent de se tromper eux-mêmes, de manipuler tout le pays avec leurs amis en Occident. Mais ça ne change rien en Iran. That doesn't change anything in Iran. Because Iranian people right now, they're mostly united. They know how. Parce que le peuple iranien est actuellement largement uni. Il sait se battre et il veut se battre. Le détroit d'Ormuz resterait iranien et quiconque voudrait l'utiliser devrait obtenir une sorte d'autorisation du gouvernement iranien ou de l'armée iranienne, qui serait l'autorité principale sur le détroit d'Ormuz. L'autre point important concernant la guerre, c'est jusqu'où l'Iran peut aller. Combien de temps l'Iran peut poursuivre la guerre? À mon avis, l'Iran peut continuer cette guerre pendant au moins 7 ou 8 ans. Ce n'est pas comme s'ils avaient cessé de produire. Ils travaillent jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à fabriquer des missiles et des lanceurs. 24/7, they're producing missiles, launchers, and everything is going on as we talk in Iran. Tout se passe en ce moment en Iran. Avec les réserves qu'ils avaient avant le début de la guerre, on estimait qu'ils étaient préparés pour une guerre longue. C'est pourquoi ils ne sont pas désespérés concernant leurs objectifs. Ils ne sont pas pressés. Donald Trump veut faire avancer les choses. C'est pourquoi il affirme que dans les 2 ou 3 prochaines semaines, on ne verra aucun calendrier, aucune mention du temps du côté iranien. Personne ne parle de la fin du conflit. Ils parlent de la manière de vaincre les États-Unis et Israël. Ils savent que le principal objectif en Asie occidentale est de vaincre l'Iran, de détruire l'Iran. Les gens peuvent affirmer que les programmes des États-Unis et d'Israël ne sont pas exactement les mêmes, mais que le résultat le serait. Les objectifs différents. Pourtant, le résultat reste identique. Ils veulent que l'Iran devienne comme le Qatar, Bahreïn ou l'Arabie saoudite. Comme le dit Donald Trump, il doit me lécher les bottes. Personne n'accepterait cela. Ils ne comprennent pas à quel point les Iraniens sont fiers. Ils ne comprennent pas qui est cette nation. Cette nation a survécu pendant des millénaires, invasion après invasion. Ils savent comment faire face à cela. Ils savent comment riposter. L'Iran n'a jamais été aussi fort dans son histoire récente qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous savez, lorsque ce programme de missiles a commencé, c'était en 1969, pas en 1981. This missile program started in 1980, in 1979, not 1981. And just imagine. Imaginez un peu, la révolution a eu lieu en 1969-1980 et le programme de missiles a commencé l'année suivante. Ils ont commencé à réfléchir à la manière dont ils pourraient se battre, car la plupart du matériel provenant du régime du Shah, qui faisait partie de l'armée iranienne, venait des États-Unis, principalement des États-Unis. Après la révolution, il n'y avait donc plus de lien entre l'Iran et les États-Unis. Ils ont dû trouver une sorte de solution à cela. Puis la guerre avec l'Irak a commencé. Ils ont traversé d'immenses souffrances et acquis beaucoup d'expérience pendant et après la guerre entre l'Iran et l'Irak, car ils ont atteint une certaine compréhension des capacités de l'Iran. À cette époque, tout tournait autour des avions de chasse. In those days, it was all about the fighter jets. It was all about, Navy wasn't that much important. Tout tournait autour du fait que, vous savez, la marine n'était pas si importante à l'époque. C'était surtout la puissance aérienne que l'Iran possédait juste après la révolution. Puis l'Iran s'est demandé, que pouvons-nous faire? Essayons de reconstruire ou de fabriquer de nouveaux avions de chasse. Combien de temps ça prendrait-il? Allons-nous atteindre le niveau des États-Unis? Allons-nous atteindre celui de la Russie, par exemple? Non,
ce n'était pas une option viable. Cela demandait énormément de temps et ils auraient dû dépenser beaucoup d'argent pour y parvenir. Ainsi, tout le concept de l'armée iranienne et du CGRI repose sur la manière de défendre l'Iran, de protéger l'Iran, pas d'attaquer d'autres pays. Alors, que peuvent-ils faire en matière de système de défense aérienne? Ils essayent de faire de leur mieux pour progresser dans ce domaine. En ce qui concerne les missiles balistiques, l'Iran avait la capacité d'en produire. Et personne, enfin, tu sais, hier je parlais avec Mario. Mario a une chaîne YouTube. Il est sûr, je crois, Fall, je ne suis pas sûr de bien me souvenir de son nom de famille. Mais il a dit que si l'Iran devenait une puissance nucléaire, alors tous les pays du Moyen-Orient voudraient eux aussi devenir nucléaires pour atteindre la même capacité. J'ai dit, alors, comment pourrait-il faire cela? L'Iran étudie depuis si longtemps ce qui se passe avec son programme nucléaire. Tout est national, rien ne vient de l'extérieur. Des années avant d'atteindre ce niveau de compréhension et de savoir dans le domaine nucléaire, l'Iran avait décidé d'importer ce dont il avait besoin pour le réacteur de Téhéran. Il y a un réacteur de recherche à Téhéran qu'ils utilisaient. Vous savez, ils en avaient besoin. Mais la France ne leur a pas vendu de combustible nucléaire. Personne ne voulait vendre de combustible nucléaire à l'Iran. Alors l'Iran s'est dit, que pouvons-nous faire d'autre? Construisons-le nous-mêmes. Trouvons un moyen de le produire. Aujourd'hui, vous vous souvenez tous du JCPOA, qui était un accord entre l'administration Obama et l'administration Rouhani. L'idée principale était de limiter le programme nucléaire iranien. Mais si l'on compare les progrès du programme nucléaire iranien aujourd'hui à ce qu'ils étaient en 2016 ou 2017, ce n'est même pas comparable. Ils sont bien plus avancés. Ils possèdent les connaissances les plus pointues en matière de programme nucléaire. Ils ont tout. Ils savent tout. Ils savent produire tout ce qu'ils veulent. Donc, quand on parle de l'Arabie saoudite, qui envisagerait de se doter de l'arme nucléaire, elle devrait l'acheter au Pakistan si elle veut suivre cette voie. Je dirais que la Turquie devrait faire de même. Et en ce qui concerne le programme de missiles, ce n'est pas quelque chose que les États-Unis, à l'heure actuelle, possèdent. Ils n'ont pas de missiles hypersoniques. Les États-Unis n'ont pas encore réussi à en produire. Cette technologie se trouve actuellement entre les mains des Iraniens, des Russes et des Chinois. Les États-Unis sont puissants en matière de force aérienne, en ce qui concerne leur capacité à bombarder différentes zones en Iran. Mais l'Iran est un pays immense, et il faut en être conscient. Peu importe à quel point votre système de défense aérienne est performant, le pays est si vaste qu'il est impossible de protéger l'ensemble de son territoire. Alors, ils ont, vous savez, il n'y a rien, par exemple, à Hafkel, à protéger. C'est pourquoi ils frappent des cibles à Hafkel, parce qu'il n'y a pas de système de défense aérienne là-bas pour riposter. Et la plupart des cibles, à l'heure où nous parlons, se trouvent dans la partie ouest de l'Iran et autour de Téhéran. La partie est de l'Iran est en grande partie protégée. Elle n'est pas touchée par ces missiles, avions de chasse ou drones. D'une certaine manière, nous avons quelques drones qui s'y rendent, mais les avions de chasse n'y vont pas. Peu importe ce que Pete Hegseth essaie de montrer en Occident ou dans les médias grand public, les États-Unis ne dominent pas l'espace aérien iranien. Ce n'est pas le cas. Ils ont peur, car pendant que nous parlons, nous voyons qu'ils abattent des drones et des avions de chasse. Nous avons déjà de nombreux chasseurs qui ont été attaqués jusqu'à présent. Et l'un des plus importants était l'AWACS. Ce n'est pas un avion de chasse. C'est un type d'avion radar utilisé par les États-Unis pour recueillir des informations. Pour comprendre l'importance de ces radars, souvenez-vous que, dans le Golfe Persique,
15 ou 17 bases aériennes ont été attaquées et détruites. Tous les radars de ces bases ont été neutralisés par des missiles et des drones iraniens. Les États-Unis sont donc désormais en partie aveugles lorsqu'il s'agit de défendre Israël. Et Israël, nous avons appris qu'Israël rationne ses intercepteurs parce qu'il en manque. Ils sont frappés par le Hezbollah. Le Hezbollah, dont beaucoup de gens, j'ai eu des invités sur mon podcast, disaient qu'il s'était affaibli après la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Bachar al-Assad a donné une sorte d'impression délirante, je dirais, en Asie de l'Ouest, semblable à ce qui s'est passé au Venezuela. Vous savez, 2 événements importants se sont produits depuis le début de la guerre, ou juste avant qu'elle ne commence. L'un était la chute de Bachar al-Assad, ce qui était extrêmement important, nous le savons tous. Et l'autre était l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah au Liban. Il pensait que l'axe de la résistance était si faible qu'il ne pourrait pas riposter, qu'il ne pourrait pas se rétablir de sitôt. Et d'un autre côté, ils avaient cette soi-disant révolution de couleur. Ce n'était pas vraiment une révolution de couleur, plutôt une nouvelle forme de changement de régime à la manière de Trump au Venezuela. Ils pensaient qu'une combinaison de ce qui s'était passé en Syrie et de ce qui s'était passé au Venezuela se reproduirait également en Iran. Venezuela would happen in Iran. It was a total failure, a total collapse. C'était un échec total, un effondrement complet. Donald Trump essaie désespérément de trouver un moyen de se retirer d'Asie occidentale. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il se vante de gagner. Il a déclaré « Nous avons 3500 cibles supplémentaires en Iran ». Vous vous souvenez peut-être d'où cela vient-il? En réalité, il parle d'universités, d'hôpitaux, d'installations pétrolières, et je dirais d'installations hydrauliques, car il n'a pas d'autres cibles en Iran. Ils ne savent pas comment frapper le complexe militaro-industriel iranien pour le faire s'effondrer. Et après tout ce qui se passe dans la région, je pense qu'à long terme, nous verrons les États-Unis, à un moment donné, se retirer d'Asie occidentale. Il a dit cela, en fait, lors de la réunion du cabinet. On lui a demandé s'il comptait rester en Asie de l'Ouest, avec les bases qui s'y trouvent. Il a répondu « Nous n'avons pas besoin d'y rester ». Non, il a précisé que s'ils n'y restaient pas, ils allaient les protéger à distance, qu'ils enverraient des avions de chasse pour aider. Mais non, les avions de chasse ne vont pas en Asie de l'Ouest pour protéger les États arabes. Ils vont pour protéger Israël. Et nous savons à quel point ces avions de chasse se sont montrés efficaces pour défendre Israël et les États arabes jusqu'à présent. Sans radar, il va installer une sorte de radar en Israël et près d'Israël pour la protéger malgré tout. Mais je pense qu'à long terme, ils ne reviendront pas dans ces bases du Golfe Persique. Parce que s'ils y retournent, l'Iran va les attaquer et les frapper encore et encore. C'est donc un jeu perdant pour les États-Unis, car il faut construire un radar qui coûte $1 milliard, et l'Iran va le frapper avec un missile qui ne coûte qu'une fraction de ce montant. C'est un jeu perdant s'ils décident de revenir en Asie de l'Ouest. Et cette guerre est longue. Nous n'allons pas voir de changement radical, ni aucun accord entre l'Iran et les États-Unis, car les deux camps ont des agendas totalement différents. Les États-Unis parlent encore du programme nucléaire et du programme de missiles. L'Iran dit « Que se passe-t-il? Ce type ne comprend pas. Ce n'est plus sur la table. » L'Iran ne va pas parler du programme de missiles. La seule raison pour laquelle l'Iran met Israël à genoux, c'est à cause de son programme de missiles. Qui renoncerait à cela? Parce que si le gouvernement iranien accepte, supposons-le, d'imposer certaines limites à son programme nucléaire, à son programme de missiles, quelle serait la prochaine étape? Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, avant l'assassinat,
en a parlé à plusieurs reprises. Il a dit que si nous les laissons entrer et imposer des limites au programme nucléaire, ils diront ensuite « Maintenant c'est au tour du programme de missiles ». Alors, il est temps de procéder, vous savez, à un changement de régime en Iran. C'est une démarche progressive. La raison pour laquelle Donald Trump a pu effectuer un changement de régime de cette manière au Venezuela, c'est que le gouvernement, l'armée vénézuélienne, n'était pas préparée, ni militairement, ni psychologiquement, à affronter les États-Unis. C'est pourquoi ils ont coopéré en coulisses avec les États-Unis, avec la CIA, avec le MI6, pour faciliter tout le processus de changement de régime au Venezuela, sans tuer, sans aller aussi loin, sans frapper le peuple vénézuélien, parce qu'ils avaient des gens qui coopéraient avec eux. Ce n'est pas le cas en Iran. L'Iran a développé ses capacités depuis très longtemps. Ils savent comment riposter. Ils savent comment gérer psychologiquement et militairement leurs relations avec les États-Unis en Asie occidentale. Je pense qu'à long terme, si les États arabes décident d'adopter l'approche, par exemple, du gouvernement omanais, je considère que le gouvernement omanais est un parfait exemple d'un gouvernement prospère et efficace dans la région, dans le Golfe Persique. Alors s'ils veulent survivre à ce conflit permanent et continu entre l'Iran et les États-Unis, ils doivent entreprendre une certaine démarche pour préserver leur neutralité. Ils ne peuvent pas rester engagés dans un combat aussi longtemps, car, avec le temps, ils risqueraient d'être frappés par des missiles iraniens sur les installations pétrolières, les usines de dessalement. Ils ne pourraient pas survivre à cela. C'est pourquoi je pense que le gouvernement qatari est un peu plus malin que les autres pays, parce qu'il croit encore que les États-Unis le soutiendraient, l'aideraient. Mais ce qui s'est passé dans l'esprit du Qatar après l'attaque contre Doha, tu te souviens de l'attaque israélienne, c'est qu'ils ont essayé de tuer certains dirigeants du Hamas à Doha par des frappes aériennes. 15 avions de chasse ont survolé l'Arabie saoudite, se sont rendus au Qatar, ont frappé leurs cibles, puis sont repartis. Personne n'a rien dit. Le gouvernement du Qatar n'a rien dit. L'Arabie saoudite est restée silencieuse, juste une petite condamnation officielle, mais sans rien faire. Donald Trump, lui, parlait de vendre des F-35 à l'Arabie saoudite. Donald Trump is talking about selling F-35 to Saudi Arabia. No, this is a joke. Non, c'est une blague. Ils ont tout, mais ils ne peuvent pas les utiliser contre Israël. Ils n'ont même pas pu les utiliser pour défendre le Qatar. Ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser ces armes. Alors, si vous achetez des F-35, qu'allez-vous en faire? Allez-vous piloter ces avions de chasse vous-même? Ou avez-vous besoin que les États-Unis les fassent voler pour combattre l'Iran au profit d'Israël? Ils paient tout. Ils sacrifient tout. Ils payent pour défendre Israël. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais le résultat est le suivant. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils paient, quoi qu'ils essayent d'acheter, cela servira à défendre Israël. D'un autre côté, Israël, après la visite de Donald Trump en Asie de l'Ouest, au Qatar et en Arabie saoudite, craignait tellement ces États arabes. Il pensait qu'il pourrait à long terme remplacer Israël. Ainsi, il serait en réalité avantageux pour Israël, et non pour les États-Unis, que l'Iran frappe et détruise toutes ses installations pétrolières et usines de dessalement dans les États arabes. Car cela ne rendrait pas les États arabes prospères. Cela les affaiblirait. Et à mesure qu'ils s'affaiblissent, Israël devient plus fort dans sa relation avec les États-Unis. Parce que tous ces États arabes devraient réparer, devraient arranger tout ce qui ne va pas dans leur pays lorsque cette escalade atteindra une certaine forme d'accalmie. Je ne parle pas d'une fin, car il n'y a pas de fin à ce qui se passe, à ce que Donald Trump a déclenché.
Tant que Donald Trump sera président des États-Unis, je pense que nous aurons cette guerre qui monte et descend, des escalades qui montent et descendent. Et l'Iran est prêt à cela. Et la Turquie pourrait d'une certaine manière être l'alternative, vous savez, pourrait aider l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Mais je ne vois pas beaucoup de volonté du côté du gouvernement turc de les aider. Il y a une communication entre le gouvernement turc et l'Arabie saoudite. À quel point est-elle efficace? À quel point? Saudi Arabia. How successful is that? How successful? Do they have any sort of leverage on Saudi Arabia? Ont-ils une quelconque influence sur l'Arabie saoudite? Ou peuvent-ils parvenir à une sorte d'accord avec elle, selon lequel, à long terme, on ne peut pas gagner en se rangeant du côté d'Israël? Je ne parle pas de se ranger du côté des États-Unis. Les États-Unis, pendant très longtemps, ont construit toutes ces bases en Asie occidentale, mais ils les ont perdues. Les États-Unis ne seront plus les mêmes qu'avant le début de la guerre. L'Iran le comprend. C'est pourquoi il continue de se concentrer sur des cibles stratégiques dans ces États arabes. Ils ne veulent pas frapper leurs frères sunnites en Arabie saoudite et dans d'autres États arabes, y compris le Qatar. L'objectif principal est de chasser les États-Unis d'Asie occidentale. The main objective is how to remove the United States from the West Asia. And this is what they're doing as time goes by. Et c'est ce qu'ils font au fil du temps. Je pense que le principal problème pour les États-Unis, pour Donald Trump, c'est qu'il veut mettre fin au conflit, mais que l'Iran n'y est pas intéressé. Et ils ne peuvent pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Peu importe ce qu'ils envoient, de nouveaux porte-avions ou autres, ils ne peuvent pas s'approcher de la côte iranienne, car l'Iran a déjà frappé 2 ou 3 fois le porte-avions Abraham Lincoln. Je ne sais pas à quel point cela a été réussi, mais ils ont essayé de le faire, non pas pour détruire le porte-avions, mais pour les repousser, pour les forcer à quitter la région, pour les éloigner de la zone. Et ils ont réussi à atteindre cet objectif. Les États-Unis continuent d'utiliser, vous savez, l'armée de l'air pour attaquer l'Iran. Et c'est une sorte d'impasse pour Donald Trump. C'est l'impasse. Ce n'est pas une victoire. Et rien ne va aider Donald Trump. Je pense que ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est qu'il existait une sorte de, vous savez, compréhension en Iran avant le début de cette guerre. Il pensait pouvoir coopérer avec les États-Unis. Vous savez, le gouvernement, le nouveau gouvernement, Pezeshkian, est arrivé au pouvoir sur la base de négociations avec les États-Unis, sur la base de l'établissement d'une meilleure relation, d'un retour à une sorte de JCPOA, une version améliorée du JCPOA. Ces jours sont révolus. Pezeshkian n'est plus là. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran n'est plus là. Et ils sont prêts. Et la pire chose qui pourrait arriver, quoi d'autre? Ils peuvent frapper l'Iran avec des armes nucléaires. Et ensuite, ils découvriront quelle serait la réponse des Iraniens. Je pense que la réponse est déjà prête pour eux. Et si Donald Trump est sérieux à propos de l'envoi de troupes américaines dans le détroit d'Ormuz, sur l'une de ces îles, vous savez, il parle de l'île de Larak, et d'une certaine manière, il parle des 3 îles, Abu Moussa, Grande Tombe et Petite Tombe. Vous savez, je pense que c'est délirant. Il pourrait faire quelque chose, mais veut-il vraiment sacrifier des forces américaines? Alors, dans quel but fait-il cela? Quel serait le résultat sur le plan stratégique? Quel serait l'avantage pour les États-Unis? À quel point le dossier Epstein est-il sérieux, au point qu'il fasse tout cela pour cette raison, si c'est bien la raison? Permettez-moi de dire autre chose que je ressens profondément. Donald Trump a des problèmes psychologiques. Je pense que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, compte tenu de ce qui était arrivé à l'axe de la résistance, la Syrie, le Liban, il a ensuite commencé avec les Houthis au Yémen. Il faut comprendre que Donald Trump est à la fin de sa carrière. Il est au bout du chemin. Depuis son élection, il fait désespérément tout ce qu'il peut.
desperately doing everything, 8 wars, 8 ceasefires, 8, peace agreements. 8 guerres, 8 cessez-le-feu, 8 accords de paix. Je dois remporter le prix Nobel de la paix. Il a tout fait pour y parvenir. Vous pouvez trouver cela ridicule, mais pour quelqu'un comme Donald Trump, ça ne l'est pas. Ce type est tellement obsédé par ce genre de récompense, parce qu'il veut que son nom reste dans l'histoire. Souvenez-vous, pendant son premier mandat, il a déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, parce qu'il voulait inscrire son nom. Vous savez, dans l'histoire du peuple juif, des Israéliens, pour dire que Donald Trump était différent de tous les autres présidents américains. C'est pour ça qu'il le fait. Il veut accomplir quelque chose. Ce type est tellement obsédé par l'idée d'accomplir quelque chose. C'est pourquoi il dit qu'il se sent si bien lorsqu'il entretient une sorte d'amitié avec les perdants, parce qu'il veut que les perdants autour de lui se sentent capables, se sentent puissants. Ce type est psychologique. Il faut comprendre la psychologie de ce qui se passe quand il s'agit de Donald Trump. Qu'est-ce qui pourrait autrement maintenir son nom dans l'histoire du peuple juif? Je ne dirais pas le peuple juif. Je dirais plutôt les Israéliens ou les sionistes, car je ne pense vraiment pas que les Juifs soient satisfaits de ce que font Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Il veut inscrire son nom dans l'histoire d'Israël comme celui qui a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est lui qui a vaincu l'Iran, comme Benjamin Netanyahu appelle l'Iran, la tête du serpent, la tête de la pieuvre. L'Iran est la tête de la pieuvre. Il veut la détruire, et il échoue. Il échoue lamentablement. Personne n'est là pour l'aider, car il n'existe aucune solution à ce qu'il cherche, ni militaire, ni politique, ni économique. Sur tous les fronts, l'Iran riposte, et ils savent comment répondre à toute forme d'escalade de la part de Donald Trump. Je pense que c'est la fin de la présidence de Donald Trump. Il avait une immense opportunité lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Regardez simplement qui soutient Donald Trump aujourd'hui. Mark Levin. C'est qui ce type? Who's this guy? What did he bring to the table when Donald Trump was running? Qu'a-t-il apporté à la table lorsque Donald Trump se présentait à l'élection? Était-ce Mark Levin qui apportait des voix à la campagne? Non, ce n'était pas Mark Levin. C'était Tulsi Gabbard. Quand elle s'opposait à la guerre au Moyen-Orient, quand elle voulait mettre fin aux guerres sans fin, elle avait toutes ces, vous savez, stratégies, tous ses objectifs avant d'entrer dans l'administration. Ces jours sont révolus. Tulsi Gabbard n'est tout simplement plus comme avant. Et les personnes qui s'accrochent encore à ce qu'elle était auparavant sont Tulsi Gabbard et Candace Owens. Megyn Kelly change de manière radicale. Imaginez simplement ce qui arrivait à Megyn Kelly. Just imagine what has happened to Megyn Kelly recently. She understands the swamp that Donald Trump is trying. Elle comprend le bourbier que Donald Trump essaye de créer au Moyen-Orient. Ils ne vont pas s'en sortir. Les gens, le soutien à l'administration Trump, vont perdre les élections de mi-mandat, vous savez, aux États-Unis. Et je dirais pas seulement sur le plan militaire. L'Iran essaye de le maintenir dans le conflit aussi longtemps que possible, car ils savent ce qui arriverait aux États-Unis sur le plan intérieur. Ils connaissent les conséquences que cela aurait pour les États-Unis. C'est pourquoi l'Iran ne va conclure aucun accord avec Donald Trump. Donald Trump fait face à d'énormes répercussions aux États-Unis, et cela continue d'arriver. Je pense qu'il faut que nous le comprenions. Merci beaucoup. J'ai essayé d'expliquer ce qui se passe en Iran. En gros, je parle surtout de l'Iran, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'y passe. Nous n'avons pas de médias grand public qui parlent de l'Iran ou qui mentionnent le peuple iranien, ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont bombardés par des missiles américains. Ce sont les mêmes personnes que Donald Trump disait vouloir sauver, vouloir libérer, et maintenant il les détruit.
y tue des civils. Il est en train de devenir Benjamin Netanyahu. Donald Trump n'a pas changé Benjamin Netanyahu. Donald Trump est devenu Benjamin Netanyahu, malheureusement. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, comme toujours. Thank you so much, and great pleasure as always.